Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Après l'annonce de Donald Trump qui a décidé d'augmenter les taxes de douane pour bon nombre de pays, dont la France, dans cette édition, nous verrons l'inquiétude de la filière viticole, mais aussi comment rebondir en privilégiant notamment le Made in France avec notre partenaire TV7 et notre partenaire TBO. Depuis 2020, le guide Michelin décerne des étoiles vertes. Cette récompense met en avant les établissements pour leur engagement éco-responsable. TL7 dans la Loire a rencontré un restaurant fraîchement récompensé à l'organisation, vous le verrez, bien particulière. Meilleur ouvrier de France de pressing depuis 2008, Séverine est une experte dans son domaine. Aucun pli ne lui résiste. Cependant, les pressings sont en déclin. Une profession qui doit donc se réinventer, vous le verrez, avec Moselle TV. Et puis, c'est un jumelage qui ne manque pas d'humour. Les villes de Poissons en Haute-Marne et d'Avril en Meurthe-et-Moselle ont un destin lié entre humour et attachement local. Ne loupez pas ce reportage de Puissance Télévisions en fin de journal. Après la hausse des taxes douanières annoncée par Donald Trump, le président américain, la semaine dernière, la filière viticole est en pleine détresse. Les États-Unis sont le premier marché à l'exportation des vins et des spiritueux français. En Gironde, TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, a rencontré un viticulteur très inquiet pour son avenir, Océane Archambault. Elle était jusque-là une inquiétude lointaine. Mais pour Olivier Metzinger, la menace de Donald Trump s'est concrétisée. De toute façon, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, ce qui est annoncé. Sur 20 hectares d'exploitation, 6 sont envoyés chez un voisin qui, lui, exporte vers les États-Unis. Mais avec cette nouvelle taxe, il craint de perdre ce marché. Là, aujourd'hui, on lui vend 6 hectares de récolte, donc c'est un tiers de notre production. Donc si demain il ne les prend plus... On ne sait pas où on va, et en sachant que c'est déjà compliqué, on a déjà diminué drastiquement les volumes. Inquiet pour l'avenir de son exploitation, ce viticulteur s'interroge aussi sur l'avenir de toute une filière. Tous les fournisseurs, tous les gens, ici c'est un écosystème qui est beaucoup axé sur la vigne, que ce soit ici à Cognac, la Nouvelle-Aquitaine, elle est énormément touchée par la viticulture. Donc c'est tout l'écosystème, c'est le boulanger, c'est tous les salariés qui sont dans des entreprises de cartonnage, de bouteilles, de tout ce qu'on veut. L'an dernier, 27 millions de bouteilles de vin de Bordeaux ont été exportées aux États-Unis, soit 340 millions d'euros. Des ventes non négligeables pour les producteurs du département, qui risquent pourtant de s'effondrer avec cette nouvelle taxe. En France, on peut craindre un recul des exportations d'environ 800 millions d'euros. Ce chiffre passant à 1,6 milliard pour l'Union européenne. Un tel recul aura un impact énorme sur l'emploi et l'économie du secteur. En dehors des 20% de taxes appliquées à tous les produits européens, le président américain Donald Trump n'a pas pour l'heure annoncé de surtaxe douanière pour les vins et spiritueux. Toujours sur ce même sujet, derrière cette décision se cache peut-être un espoir de plus pour consommer local. Ce contexte géopolitique compliqué doit renforcer le Made in France. En tout cas, c'est le message que souhaite faire passer le collectif Produits en Bretagne. Reportage à Quimper de Laetitia Druard pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Une quinzaine de références de bière, du cola 100% breton. La réputation de la brasserie Lancelot n'est plus à faire. Créée en 1989, elle enregistre en 2024 un chiffre d'affaires record, 30 millions d'euros, bière et soft confondus, soit 5% de plus qu'en 2023. Cette année, le Brace Cola pourrait d'autant plus tirer son épingle du jeu sur le marché français des softs, car son rival américain pourrait voir ses prix augmenter à cause des nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump. On va s'adapter comme on l'a toujours fait. On a l'habitude de voir de la variabilité dans la demande, liée à la saisonnalité, liée à ce qu'on soit un produit breton. Dans une région touristique, on anticipe tout type d'augmentation de demande de la production qui pourrait arriver. Pour répondre à la demande, Simon Joly et son co-dirigeant ont investi 6 millions d'euros dans l'agrandissement du parc de production. En 2025, 130 000 hectolitres de bière pourront ainsi être produits dans les cuves de la brasserie morbihannaise. Plus de bouteilles et un conditionnement plus vertueux, promet son directeur commercial. Depuis 2 ans, on baisse notre utilisation de carton de 10 tonnes par an et on va continuer dans cette voie-là. Et il y a surtout ce volet réemploi. Aujourd'hui, toutes nos bouteilles sont réemployables, toutes nos étiquettes, cols, voilà,
on est vraiment en ordre de marche pour faire partie des brasseurs bretons qui portent ce projet. La brasserie commercialisera dans les prochains mois de nouvelles boissons. Bière aux fruits rouges, sans alcool ou soft, il y en aura pour tous les goûts. Et si vous passiez un week-end à Londres, eh bien depuis le 2 avril dernier, les citoyens français et de l'Union européenne doivent présenter une autorisation électronique de voyage pour se rendre en Grande-Bretagne. Une adaptation de plus pour les voyageurs, comme nous le montre ce reportage de TVR à Rennes. Ils étaient quelques centaines ce mercredi matin à embarquer à bord du Bontavern pour rejoindre Plymouth depuis Roscoff. Mais pour la première fois, en plus du titre de transport et du passeport, il fallait être en possession d'un ETA, une autorisation de voyage électronique exigée désormais par le gouvernement britannique. Alors ici, pas de panique, tout le monde avait fait ses démarches. Il faut télécharger l'application ETA, rentrer son passeport biométrique et puis ensuite on est guidé quoi. Il faut juste montrer le mail de confirmation. Voilà, il y a toutes les informations dessus. L'ETA est exigé pour tous les citoyens européens qui voyagent vers le Royaume-Uni. Les citoyens britanniques, eux, peuvent toujours rentrer librement, à condition de ne pas se tromper de passeport. J'ai rempli pour la Eurostar avec les détails de mon passeport français et c'est là où il a exigé que j'ai une ETA pour pouvoir rentrer plutôt en Grande-Bretagne. Marilyn et Sarah font partie de l'association Intégration Creasbrace qui accompagne les démarches administratives et crée du lien dans la communauté anglaise de Centre-Bretagne. Le site est en anglais, seulement en anglais. Donc si on ne parle pas anglais, on n'est pas bien. Ensuite, on nous pousse à utiliser une application et tout en bas, on a quand même l'option de le faire via un ordinateur. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc on a passé une bonne demi-heure à travailler là-dessus. Et puis une fois qu'on a fait ça s'est bien terminé. Pour un ETA valable 2 ans, il faut compter 10 livres sterling, soit environ 12 €. Mais attention, à partir du 9 avril, le prix passe à 16 livres sterling, soit environ 19 €. En novembre 2023, le gouvernement a annoncé la création de 2 nouveaux parcs éoliens flottants en Méditerranée. Le premier projet se situera au large de Narbonne et les questions sont nombreuses autour de ce parc. Un reportage de Via Occitanie, regardez. Après Narbonne, la commune de Port-Iragne reçoit la délégation des responsables du projet d'éolien flottant au large des côtes de l'Aude et de l'Hérault. Pendant plus de 2 heures, l'État, le gestionnaire des réseaux d'électricité et l'entreprise sélectionnée par l'appel d'offres pour construire et exploiter ces éoliennes ont présenté le futur projet aux habitants. Le cahier des charges dont on a été lauréat fixe certains cadres, la zone où on va devoir se localiser, la puissance totale, il fixe des limites aussi, le maximum de nombre d'éoliennes, en l'occurrence 19, mais on n'est qu'au début d'une aventure de plusieurs années. On va mener de nombreuses études techniques, environnementales, aussi de concertation qui vont nous permettre d'affiner ce projet, où on l'a vu ce soir, ça permet de préciser à quelle distance elles sont des côtes, en l'occurrence 25 km au plus proche, et généralement à plus de 30 km d'ores et déjà pour minimiser au maximum la visibilité depuis la côte. Sur ce parc éolien à 200 MWh, soit l'équivalent d'une consommation d'une ville de 500 000 habitants, les questions sont nombreuses autour du prix du kilowattheure ou de l'impact sur le paysage. Sur cette image, on peut voir à quoi ressemblerait la présence de ces éoliennes au large, à 25 km des côtes du Cap d'Agde, là où le projet s'aperçoit le plus. Pour acheminer l'électricité du large vers le réseau terrestre à haute tension, des câbles sous-marins devront être installés. Des inquiétudes subsistent pour l'activité des pêcheurs qui, malgré une position contre ces éoliennes, dialoguent toujours avec le porteur du projet. L'État explique que pour 90% de ces éoliennes, elles sont situées dans des zones où la pêche était déjà interdite 8 mois par an. Quant à savoir l'impact que cela aura sur les poissons et la faune aquatique, tout dépend du projet qui sera finalement réalisé. Ce 11 avril avait lieu la journée mondiale contre la maladie de Parkinson. Selon l'association France Parkinson, 270 000 personnes sont atteintes de cette maladie neurodégénérative. Et pour lutter contre, le sport est une arme de taille. Regardez ce reportage de notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Montée de genoux à droite et bâton gauche en même temps. Derrière ces gestes anodins, un combat contre une maladie quasi invisible. Certains sont aidants, d'autres atteints de la maladie de Parkinson. Il y a 8 ans, Pascal observait de premiers tremblements, des symptômes que cette ancienne infirmière a tout de suite repérés.
Je me suis dit, j'ai pas le choix, j'ai la maladie, elle est là. C'est une maladie qui évolue, qui n'est pas guérissable, qui évolue mais très lentement. Si on fait beaucoup d'activités physiques, si on essaye de bouger, de faire le plus de choses le plus normalement possible. Depuis, elle participe chaque semaine à ces séances de sport adaptées. Ici, un seul but, ralentir la maladie que l'on dit neurodégénérative avant qu'elle ne nous ralentisse. Les différentes caractéristiques vont être la rigidité musculaire, manque d'amplitude dans la marche, on traîne les pieds au sol, fermeture au niveau des épaules, donc on va essayer de monter les genoux, donc les pieds ne vont plus traîner au sol. Alors on va faire des situations qui vont permettre justement d'aller à l'encontre de ce que la personne atteinte de Parkinson fait au quotidien. Garder le contrôle de son corps, un défi de chaque jour qui va bien au-delà de l'activité physique. Pascaline a accompagné son mari touché par la maladie jusqu'à son décès. Aujourd'hui, plus que jamais, elle rappelle l'importance d'être entourée, même en tant qu'aidante. Si on s'isole, on perd un peu de vie. On a besoin de vie et on a besoin des autres, on a besoin d'amour, on a besoin de sa famille, de ses amis et de toutes les aides qui y sont apportées. Dans la région Hauts-de-France, 6000 personnes seraient atteintes par cette maladie. Un chiffre en hausse selon l'association France Parkinson. Toujours sur le volet santé, attention quand même, si vous êtes adepte des écouteurs et des casques, la surdité est certes une maladie qui touche majoritairement les plus de 65 ans. Cependant, de plus en plus de jeunes souffrent de ces déficiences auditives. Quelles en sont les causes et les conséquences? Écoutons ce spécialiste des pathologies de l'oreille au micro de Télépaysé. Les causes principales de surdité, c'est avant tout le vieillissement. Les expositions sonores sont une cause non négligeable de surdité un peu plus précoce par destruction ou fragilisation des cellules de l'oreille interne. Alors, une utilisation abusive d'écouteurs ou de casques se conçoit au-delà de 6-8 heures par jour. Alors, la surdité n'est pas qu'un problème de manque de son, ça altère aussi la compréhension, mais également va altérer la mémorisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fonction cognitive. On a plus de troubles de la mémoire lorsqu'on a une surdité. Ça peut également s'associer à un risque un peu plus élevé de chute, puisque les gens qui ont une surdité sont un peu plus instables et donc on sait les conséquences des chutes sur la vie quotidienne. Tout à fait autre chose maintenant. Est-ce que ce sont les belles enseignes qui vous attireront à nouveau dans les centres-villes? À Limoges, par exemple, la commune a procédé à de nombreux réaménagements urbains pour être attractive. Reste à attirer les enseignes nationales. Comment? Réponse avec ce reportage de notre partenaire 7 à Limoges. L'attractivité des centres-villes n'est pas une science exacte. Ce qui fonctionne ici ne marche pas ailleurs. Limoges, après avoir repensé et réhabilité son centre en grande partie, questionne aujourd'hui les enseignes nationales à propos de son attractivité. Le centre-ville, il s'inscrit dans une agglomération plus large avec une évolution économique qui est plutôt rassurante, qui est plutôt stable dans la ville. D'avoir une stabilité, une vision dans ce que peut être la ville demain. Dès aujourd'hui, Limoges a des atouts à faire valoir. La moyenne nationale en termes de vacances est moins importante à Limoges qu'ailleurs, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis la vacance, ça peut aussi avoir un avantage, c'est que ça permet à d'autres enseignes de pouvoir venir s'installer. Si vous n'avez pas de taux de vacances, il n'y a pas de gens qui peuvent venir s'installer. Il y a tout juste 5 ans, la Covid a arrêté le commerce de proximité. Agile, les indépendants ont lancé des plateformes numériques de vente, une contrainte depuis valorisée. Il y a vraiment une grosse prise de conscience de la part des commerçants et ça c'est une bonne chose, et des artisans également, parce que l'avenir est là et voilà, le commerçant doit en même temps être expert dans son domaine, mais aussi avoir une vision de son commerce en termes d'évolution. En septembre, une journée d'accueil permettra aux grandes enseignes nationales de reprendre contact avec l'environnement limougeaud. Depuis 2021, une loi oblige les collectivités à avoir un plan de sauvegarde. C'est un outil de gestion de crise qui vise à organiser une réponse lors d'événements de grande ampleur, comme les inondations par exemple. Regardez à Grenoble, la métropole a organisé un entraînement grandeur nature. C'est un reportage de Télé Grenoble. Se préparer au pire pour mieux y réagir. Voilà ce à quoi se sont attelés les agents de la métropole lors d'un exercice pour tester le plan intercommunal de sauvegarde.
L'idée était de simuler une crise climatique similaire à celle du 29 décembre 2021, où d'importantes précipitations s'étaient mêlées à une fonte des neiges, ce qui avait entraîné de nombreux dégâts, comme la destruction du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet. On travaille sur ce sujet-là depuis longtemps. La métropole a mis en place un service qui est la mission risque depuis 2017. On a un volet risque. On travaille également sur ce plan intercommunal de sauvegarde depuis 2 ans et demi, donc bien avant les événements de la Bérarde. Du fait de la loi Matras qui oblige toutes les communes à avoir un plan intercommunal de sauvegarde, ce sont 24 villes et villages de la métropole de Grenoble qui ont été mis à l'épreuve. 6 étaient directement sinistrés, 10 étaient solidaires et 8 étaient en observation. Une coordination entre la métro et la préfecture a aussi eu son importance. Le soutien qu'une intercommunalité peut apporter aux communes est parfois 100 fois plus précieux et parfois beaucoup plus rapide aussi, puisque l'échelle intercommunale est beaucoup plus réduite que l'échelle départementale. Parfois beaucoup plus rapide que ce que l'État peut accompagner. Au total, ce sont 1700 habitants qui ont été virtuellement évacués lors de cette journée de test, et c'est un bilan positif qui en ressort, notamment grâce à une bonne préparation en amont. À partir du moment où on sait où aller chercher du matériel, on n'a pas besoin d'appeler 49 communes pour savoir si elles ont un tractopelle, puisqu'on a déjà une liste et on sait que telle ou telle commune a tel ou tel moyen à disposition. Le plan intercommunal de sauvegarde doit être prêt avant les prochaines élections municipales de 2026 pour que les futurs élus puissent le prendre en main sereinement. Mise en place depuis 2020, l'étoile verte du guide Michelin récompense les restaurants pour leur engagement éco-responsable. Le restaurant de la Loire, déjà étoilé en 2023, a reçu cette année l'étoile verte. Une récompense qui met en lumière une organisation minutieuse, vous allez le voir, de la terre jusqu'à l'assiette. Un reportage de Yanis Boisdanne pour TL7 dans la Loire. Arrivage de la matinée, des produits qui viennent de producteurs, des produits qui viennent de la nature et de nos cueillettes de la matinée. Dans cette maison des bords de Loire, parmi les produits frais livrés le matin même, une récompense particulière s'est fait sa place, l'étoile verte au guide Michelin. Récompensé pour sa gastronomie durable, le restaurant de la Loire et son chef Fabien Roux accueillent cette récompense avec une certaine fierté. Tendre vers une gastronomie plus durable, plus responsable, c'est très important pour nous, c'est vraiment nos convictions. Il faut savoir que dans la Loire et dans la Haute-Loire, avant nous, il y avait seulement 2 restaurants qui avaient cette étoile verte. Donc c'est une vraie fierté pour nous de les rejoindre avec l'étoile verte. Une distinction qui vient récompenser toute une organisation de la terre jusqu'à l'assiette. On n'utilise pas de pesticides, avec des variétés anciennes. On a un potager aujourd'hui extraordinaire où on fait quasiment entre 150 et 180 variétés de légumes à l'année. Et puis après l'écosystème qu'on a tissé autour du restaurant avec plein de petits producteurs qui nous aident, qu'on accompagne. Le tri des déchets, la récupération des eaux de pluie, le zéro gaspille. C'est notre philosophie depuis le départ et il a fallu un petit peu de temps pour mettre tout ça en place, pour qu'on arrive à une certaine maturité avec tout ça. Et aujourd'hui, cette étoile, j'ai récompensé ce travail qu'on a fait depuis 3 ans et demi maintenant. Dans ce restaurant, les récoltes sont faites 2 fois par jour dans le potager situé à quelques dizaines de mètres de la cuisine. Et dans ce domaine, c'est Bruno qui est aux baguettes. Ancien maraîcher de profession, il est devenu le jardinier attitré du restaurant. Je m'adapte à ce que demande le chef et on ne fait aucune modification du sol et on cherche les variétés qui vont s'adapter à nos sols. La démarche, elle est complètement environnementale. Un restaurant récompensé mais toujours ambitieux, Fabien Roux et son équipe espèrent installer dès cette année des ruches pour produire leur propre miel, mais aussi accueillir des agneaux et des moutons pour poursuivre leur tonte éco-responsable dans le potager et ses alentours. Fini les plis sur vos vêtements. Séverine est meilleure ouvrier de France de pressing depuis 2008. Elle connaît son métier par cœur pour garder les vêtements de ses clients dans un état impeccable. Cependant, vous allez le voir, de moins en moins de personnes se rendent dans les pressings. Malheureusement, un reportage de Moselle TV, Mathéo Philippe. Le repassage, une corvée pour beaucoup d'entre nous. Mais pour Séverine, c'est tout un art. Pour repasser un pantalon, on repasse d'abord les poches, on fait la ceinture, on fait l'entrejambe, donc on glisse son pantalon comme ça. Je mets mon pantalon sur ma table, on se met couture sur couture. Meilleur ouvrier de France depuis 2008, Séverine connaît son métier comme sa poche. Suivant les matières, on ne détache pas surtout comme on veut. Parce que les produits que nous utilisons peuvent rentrer dans la composition chimique de la matière.
du tissu et ça peut faire des trous, ça peut enlever la couleur. Mais de moins en moins de jeunes se lancent dans ce métier par manque d'envie, mais aussi... Maintenant, les gens ne s'habillent plus comme dans le temps, j'allais dire. Les gens qui allaient au travail dans les bureaux, ils avaient des costumes, cravates. Maintenant, tout ça, ça se perd. Toujours sur ce même sujet, les pressings donc, sont en déclin depuis le début des années 2000, avec 70% de boutiques en moins, ce qui oblige la profession à se réinventer pour survivre, évidemment. C'est le cas avec la création de Drive Pressing, par exemple, un reportage de Moselle TV, Martin Puech et Jean Milon. Je scanne mon article, il passe à l'emballage, le convoyeur détermine directement l'emplacement où il va être rangé et automatiquement le client reçoit un SMS. La commande est prête, il peut venir le chercher. À l'extérieur, il suffit de scanner le ticket reçu et la magie opère. C'est pratique dans le sens où c'est déconnecté des horaires d'ouverture, donc vous pouvez venir à n'importe quel moment avec votre ticket, ça marche, vous pouvez venir à minuit, c'est surtout ça qui est pratique. Pour Jean-Pierre, le pressing c'est une histoire de famille. Il a repris l'affaire dans les années 90. Avant de construire ce bâtiment, idéalement situé à 2 pas de l'A31, il détenait plusieurs enseignes dans des galeries marchandes et au centre-ville de Thionville. Mais en 2019, il décide de tout fermer et d'investir 750 000 € pour s'installer ici. C'est pas réellement Paris. Lorsqu'on connaît son métier, sa clientèle et les attentes, aujourd'hui il faut répondre aux attentes du client. C'est le principe du commerce, c'est savoir s'adapter à la demande. La demande réclame de l'accès et de l'accessibilité. De l'accès en termes de parking et de l'accessibilité au commerce par la restitution H24. Donc c'était pas réellement un risque. Aujourd'hui, c'est un des plus gros pressings de la région avec 100 000 pièces par an. Une affaire qui tourne et qui a déjà donné des idées à d'autres professionnels. Le drive pressing a de beaux jours devant lui. C'est reparti. Cette semaine, c'était Jean-Marc Ayrault qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. L'ancien Premier ministre a répondu aux questions de nos partenaires, notamment à propos des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. Écoutons Jean-Marc Ayrault. On ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller. Et c'est d'ailleurs une des données du problème, c'est-à-dire l'imprévisibilité de Donald Trump. On ne sait pas du tout, ça peut aller dans tous les sens, et ça crée d'ailleurs un climat de grande angoisse, de grande incertitude, et donc on voyait les bourses qui font du yo-yo, mais ça peut durer longtemps, mais ça peut déboucher aussi sur une crise financière, une crise économique, des pertes d'emplois considérables. Donc, pour les filières, par exemple, vinicoles, là on parle de Sud-Ouest, évidemment, et Cognac, oui, la Charente, etc. mais c'est une catastrophe absolue. Mais c'est une catastrophe générale de toute façon. Donc ça veut dire qu'il faut faire preuve de grand sang-froid, de grande lucidité, et pour l'Europe, il y a une carte à jouer, qui a commencé à être jouée, qu'il faut jouer de façon définie, déterminée, et dans la durée, pas dire oh, lâche, soulagement, on arrête tout, on laisse tomber. Non, il faut persévérer dans notre riposte à Donald Trump, et puis il faut persévérer aussi dans un nouveau modèle européen qu'il faut rendre plus autonome pour qu'on puisse se défendre dans la durée. Ça a tout l'air d'une blague et pourtant, ça ne l'est pas. La commune de Poisson en Haute-Marne et celle d'Avril en Meurthe-et-Moselle sont 2 communes jumelées depuis 1979. Un jumelage pas comme les autres, vous allez le voir, entre humour et attachement local. Un reportage de Puissance Télévisions sur place. Ce n'est pas une blague, mais ça a pourtant commencé comme ça. En 1976, une farce diffusée dans différents médias évoque un jumelage fictif entre 2 communes au nom improbable, Poisson en Haute-Marne et Avril en Meurthe-et-Moselle. Une blague médiatique sans suite a priori, mais l'idée a fait son chemin. 3 ans plus tard, les clubs de football des 2 villages se prennent au jeu et organisent un match entre leurs équipes, l'occasion d'une rencontre conviviale et le début d'un lien. En 1979, le jumelage devient officiel, Poisson et Avril sont unis. Pour de vrai. Ça a continué avec les 2 présidents de foot, donc déjà qui ont pris contact ensemble en faisant un match de foot à Poisson, le match retour à Avril l'année d'après. Et c'est là qu'est venue l'idée d'aller plus loin, de faire un jumelage. Derrière l'humour, un véritable esprit de camaraderie s'installe. Pendant des années, les échanges se multiplient. Rencontres sportives, fêtes locales ou encore repas partagés, le jumelage fait vivre une tradition un peu décalée, mais très appréciée. Les relations entre la commune de Poisson et la commune d'Avril, par tous les maires qui sont passés,
Elle est excellente. Et puis, quand vous rencontrez les anciens d'Avril, en fin de compte, ils parlent de ce jumelage poisson et ils se sont fait même des amis à Poisson. Pour autant, l'attachement, lui, ne faiblit pas. Le nom des communes continue de faire sourire et le jumelage reste un sujet de fierté, notamment chez les plus anciens. Les nouveaux habitants, eux, ont aussi le même sens de l'humour. Moi, je trouve que c'est un beau trait d'humour. C'est ce qui donne un peu de peps dans nos petits villages. Et la tradition devrait reprendre vie d'ici peu. En septembre, un événement commun est prévu pour la première fois depuis 5 ans. Au programme, une descente de caisses à savon dans les rues de la ville d'Avril, où tous les habitants de Poisson sont conviés. Une animation à l'image du jumelage, décalée, joyeuse, mais bien réelle. Voilà, et puis dans ce journal, quand la passion se transmet de génération en génération. À 19 ans, Michael est fromager. Avec son père, ils produisent de la tome et du bleu. Ces journées, vous allez le voir, sont bien rythmées et pourtant, le jeune homme adore son métier. La Dépêche du Midi, notre partenaire, a pu le rencontrer chez lui dans l'Aude. Regardez. Le sens de tout ce que je fais pour moi, au point de vue de ma transformation et de mes bêtes, c'est qu'on part d'un produit de départ, c'est-à-dire le lait de nos vaches, parce que ça il faut le dire, on ne l'achète pas le lait, c'est le lait de nos vaches, qu'on va ensuite transformer, c'est-à-dire que de A à Z, on va avoir un suivi sur tout ce qu'on va faire, ça veut dire qu'au moindre petit truc, notre fromage il va être loupé, donc c'est quand même un travail minutieux. Le fait de commencer de quelque chose qui part de rien, c'est-à-dire de la vache, qui va ensuite devenir le lait, qui va en fait devenir le fromage au bout d'1 mois et demi, 2 mois, voire ça dépend combien de temps on va pousser nos affinages. Je trouve que c'est quand même un processus qui est joli. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.